Bonjour, je vais vous présenter les syndromes coronaires aigus. On va faire ça en deux parties. D'abord, une physiopathologie commune. On va parler des choses qui sont communes au syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST et le syndrome coronaire sans sus-décalage segment ST. Et puis après, on va parler de la première partie concernant le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST. Vous allez retrouver la deuxième partie à part sur les syndromes coronaires sans sus-décalage segment ST. La coronaropathie constitue une pathologie très fréquente en cardiologie et peut se présenter de différentes manières, soit carrément par une mort subite. Dans ces cas-là, le diagnostic est fait d'une manière post-mortem, soit dans le cadre d'une investigation d'une insuffisance cardiaque, on va retrouver une coronaropathie, ou bien le patient se présente parce qu'il a une douleur thoracique aiguë, c'est le syndrome coronaire aigu. Parfois, c'est un syndrome coronaire chronique, ce qu'on appelait autrefois longueur stable, ou bien carrément, il s'agit d'une ischémie qui est silencieuse, qui ne comporte aucun symptôme. Parfois, chez certains patients, on peut être amené à rechercher l'ischémie même si le patient est asymptomatique. Vous avez vu donc qu'il y a plusieurs présentations cliniques d'une pathologie qui est la même, qui est la coronaropathie. La pathologie des coronaires peut être complètement asymptomatique, peut être de longueur stable, peut être une urgence comme un syndrome coronaire aigu, peut se manifester par de l'insuffisance cardiaque ou carrément par une mort subite. Aujourd'hui, on va s'intéresser au syndrome coronaire aigu. Alors, il y a plusieurs syndromes coronaires aigus, vous avez vu que c'est avec S. Alors, quels sont les points communs? Donc, c'est un syndrome douloureux thoracique d'apparition brutale. Ça, déjà, ça le différencie de ce qu'on appelle le syndrome coronaire chronique. Le plus souvent sous forme de précordialgie au repos. Alors, sur le plan physiopathologique, sur le plan éthiopathogénique, il s'agit le plus souvent d'une rupture de plaque d'adhérent qui va entraîner l'activation de la coagulation et la formation d'un thrombus qui va occlure, soit complètement, soit partiellement, la coronaire, ce qui est responsable de cette symptomatologie brutale. La thrombose, quand elle est complète et entraînant donc l'obstruction totale de l'artère coronaire, va être responsable d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST. Quand l'obstruction est partielle, ça va entraîner un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage segment ST. Alors, la différence évidemment entre syndrome coronaire aigu avec ou sans sus-décalage segment ST, c'est l'électrocardiogramme, ça vous l'avez bien compris. Donc, s'il y a un sus-décalage électrocardiogramme dans un contexte de douleur thoracique, on parle de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST. S'il n'y en a pas, c'est un ST-. Et dans les ST-, il y a deux entités. Il y a longueur instable, si les troponines sont négatives, c'est-à-dire il n'y a pas une nécrose myocardique, mais ça reste urgent parce que les symptômes sont d'apparition brutale. S'il y a une élévation des troponines, on parle de enstémie, c'est-à-dire non-ST elevation myocardial infarction, un infarctus sans sus-décalage segment ST. Donc on a dit il y a plusieurs causes. La cause la plus fréquente, c'est la rupture de plaque coronaire. Il peut s'agir parfois de dissection coronaire spontanée, surtout chez la femme jeune, dans le péripartum. C'est rare, mais ça existe.
Il peut s'agir aussi d'une embolisation coronaire, soit parce que le patient a une thrombophilie ou bien il y a un thrombus ventriculaire gauche au niveau de l'oreillette gauche. Chez un patient qui a une fibrillation atriale, ça peut être un embole calcaire, surtout en cas de, par exemple, rétrécissement aortique. Il peut s'agir d'une végétation qui a migré au niveau des coronaires, mais c'est des causes quand même très rares par rapport à la rupture de la plaque coronaire qui est la cause la plus fréquente. Ça peut être aussi une tumeur cardiaque qui est embolisée, le plus souvent un myxome ou bien un fibroélastome. Alors, c'est quoi cette rupture de plaque? En fait, les plaques, il y a plusieurs types de plaques d'athérome. Hein. Les plaques d'athérome, elles peuvent être euh, totalement fibreuses, hein, comme vous voyez ici, ou bien il y a un corps nécrotique au sein de l'intima média. Donc, quand il y a ce corps nécrotique, la cape fibreuse, là, elle est mince et elle risque de se rompre. Et si elle se rompt, ce corps nécrotique est très, très thrombogène et ça peut entraîner la formation d'un caillot qui peut être plus ou moins gros. Et s'il est très gros, il va obstruer complètement la coronaire et entraîner donc une thrombose. Vous voyez ici là vous avez une coronarographie, on voit pas la plaque, la coronarographie étant une luminographie. Là on voit la lumière de l'artère, vous avez la coronaire droite, et là c'est une imagerie endocoronaire, ça c'est l'OCT, on voit la lumière de l'artère et les composantes de la paroi. Et ça, c'est une échographie endovasculaire, ce qu'on appelle l'IVUS. Et ici, de l'histologie virtuelle, vous avez ici le corps nécrotique qui est une plaque très molle, hein, qui est très, très thrombogène. Donc, la rupture de cette plaque va entraîner la stimulation de la coagulation et de l'hémostase avec un temps plaquettaire au début, puis de la coagulation. Vous voyez ici toujours en endovasculaire, vous voyez ici une plaque calcaire, et là une plaque est rompue avec ici du thrombus qui va obstruer la couronne. Alors, le diagnostic est surtout clinique et électrique. Donc, l'interrogatoire est très important. Dans les formes typiques, le diagnostic est tellement aisé, douleur thoracique angineuse de repos, prolongée, classiquement plus de 20 minutes, constrictive, rétrosternale avec les irradiations habituelles. Parfois, il faut faire attention, il y a des formes atypiques. C'est une douleur, par exemple, basithoracique ou épigastrique. Et il faut toujours faire un électrocardiogramme, quelle que soit la douleur thoracique, et ne pas oublier de faire un électrocardiogramme en cas de douleur épigastrique, parce que ça peut être d'origine cardiaque. Et ces formes atypiques sont fréquentes en cas de diabète chez le sujet âgé et chez les femmes. Alors, il faut préciser à l'interrogatoire l'heure du début de la douleur, les antécédents qui vont conforter un petit peu, orienter un peu le diagnostic, les antécédents de syndrome coronaire chronique, l'infarctus, une revascularisation myocardique, une artériopathie périphérique, un AVC, les comorbidités, l'insuffisance rénale qui est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, les autres facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, l'HTA, la dyslipidémie, l'hérédité, le tabac, les autres signes fonctionnels, une dyspnée, une syncope, une hypothymie qui peuvent être associés à un syndrome coronaire aigu ou bien orientés à un autre syndrome coronaire, à un autre diagnostic, parce que là, à l'interrogatoire, avant de faire l'électrocardiogramme, on n'a pas encore le diagnostic. Donc,
l'examen clinique est souvent pauvre dans le syndrome coronaire aigu. Il faut évaluer l'état hémodynamique, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation. Il faut rechercher des signes de complications, insuffisance cardiaque, des signes de complications mécaniques qu'on verra après, insuffisance d'une CIV, signes de tamponnade, des signes de cœur droit aigu. Rechercher en même temps des signes en faveur d'un diagnostic différentiel. Par exemple, s'il y a des signes de TVP, on va être plutôt orienté vers une embolie pulmonaire. S'il y a une différentielle tensionnelle, on va être un petit peu orienté vers une dissection aortique. Des signes de pneumopathie, parce qu'une douleur thoracique, ce n'est pas que des causes cardiaques, un pneumothorax, une pneumopathie. Donc tout ça, c'est à travers notre examen clinique. Mais sachez que lors du syndrome coronaire aigu, l'examen clinique est pauvre. Le diagnostic est essentiellement dans le ST+, posé évidemment par l'électrocardiogramme. Il faut savoir que devant une douleur thoracique, il faut faire l'électrocardiogramme rapidement. Il ne faut pas traîner parce que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique par excellence. Et c'est l'urgence cardiovasculaire où on a le plus de bénéfices d'agir déjà et le plus de bénéfices d'agir rapidement. Il doit être réalisé dans les 10 minutes qui suivent le contact médical. Il peut montrer soit un sus-décalage du segment ST qui est convexe. Cette caractéristique est importante. Le ST doit être sus-décalé et convexe vers le haut. Ou bien, on va voir des équivalents du sus-décalage qu'on détaillera tout à l'heure. Alors, quels sont les critères pour retenir un sus-décalage? Parce que vous allez voir en théorie, en pratique, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, il y a des critères qui ont été définis. Alors, on parle de ST+, quand il y a un sus-décalage récent et permanent du segment ST systématisé, c'est-à-dire que ça concerne un territoire. Qu'on va voir tout à l'heure, ces territoires, ça correspond à quoi? Donc, vous ne pouvez pas avoir un sus-décalage en V1 et un sus-décalage en V3 et vous parlez d'un sus-décalage segment ST. Non, il faut que ça soit dans un territoire donné parce qu'une occlusion d'une artère, chaque artère vascularise un territoire donné et le sus-décalage correspond à la partie du myocarde qui est lésée. D'accord? Donc, si vous avez V1 et D3, ça correspond à aucun territoire sur le plan de vascularisation. Donc, en précordial, en V2, V3, chez le sujet jeune, supérieur à 40 ans, on exige 0,2 mV chez l'homme. Chez le sujet, de moins de 40 ans, on exige 0,25 mV. Et chez la femme, quel que soit l'âge, on exige 0,15 mV. Pourquoi? Parce que ces dérivations-là, souvent, à l'état normal, on peut avoir un petit sus-décalage. Ou bien, c'est fréquent d'avoir ce qu'on appelle une repolarisation précoce chez le sujet jeune, notamment chez l'homme. C'est pour ça qu'on est plus exigeant chez le sujet jeune, chez l'homme. Vous voyez qu'on exige quand même 0,25 mV. Dans les autres dérivations, on exige 1 mm et moins en cas d'infarctus postérieur, c'est-à-dire en cas de sus-décalage V7, V8, V9. Un bloc de branche gauche présumé récent est un équivalent d'un ST+. Vous voyez ici, donc, de V1 jusqu'à V5, voire même V6, il y a un sus-décalage du segment ST qui est convexe. Hein? Comment on peut faire la différence entre un sus-décalage concave et convexe? On peut tracer une ligne du pied du QRS vers la pointe de l'onde T. Si le sus-décalage est au-dessus de cette ligne, c'est un sus-décalage convexe. S'il est au-dessous, c'est un sus-décalage concave.
Le sus-décalage concave, on peut le voir soit dans les repolarisations précoces, ou bien par exemple dans les myocardites ou les péricardites. OK? Donc ça, c'est la première caractéristique. Il faut qu'il soit systématisé. On voit ici qu'il est de V1 à V6, hein, même un petit peu en D1 à VL, ce qui correspond à un infarctus antérieur répandu. Chose intéressante aussi, qui n'est pas obligatoire, mais elle conforte le diagnostic, c'est quand vous avez une image au miroir, c'est un sous-décalage du segment ST dans les dérivations opposées. Donc l'antérieur, son opposé, c'est l'inférieur. Et vous avez ici un sous-décalage du segment ST en inférieur. Donc là, on n'a quasiment pas de doute que c'est un syndrome coronaire aigu avec sous-décalage segment ST. Ce qu'on peut dire aussi que ça date quand même de quelques heures, parce que vous avez quand même une onde Q de nécrose ici, en V2-V3, mais ce n'est pas complètement tard, parce que là, en V5-V6, il n'y a quasiment pas d'onde Q ou une toute petite onde Q. Donc, c'est un syndrome coronaire aigu à la phase aiguë. Enfin, à la phase où la revascularisation est intéressante. Vous avez ici les dérivations et les territoires correspondants du myocarde. Donc ici, un autre exemple d'un sus-décalage inférieur. Vous voyez D2, D3 et AVF. Et un sus-décalage. Pareil, vous pouvez vérifier s'il est concave ou convexe. Là, il est convexe. Et ce qui nous conforte, il y a aussi un sus-décalage en V7, V8, V9. Donc, c'est un inféro-basal ou inféro-postérieur, comme vous voulez. Et il y a un sous-décalage en miroir en antérieur, en V1, V2, V3, V4, V5. Dans les dérivations postérieures, on vous a dit tout à l'heure que on exige 0,5 mm de mercure, 0,5 millivolts, pardon, 0,05 millivolts, c'est-à-dire un demi-carreau. Et vous voyez ici un patient qui se présente pour une douleur thoracique. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de sus-décalage du segment ST. On voit qu'il y a un sous-décalage du segment ST en V2, V3, voire même jusqu'à V4, V5. Il ne faut pas se faire piéger. Une autre remarque, là, vous avez l'onde R est quand même assez ample en V2, V3 par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Là, il faut suspecter un infarctus, c'est-à-dire un ST+, en basal, c'est-à-dire V7, V8, V9. Dans ces cas-là, quand vous avez ce sous-décalage en V1, V2, V3, avec une onde R relativement grande, il faut faire les dérivations postérieures. Quand on fait les dérivations postérieures, vous voyez ici qu'il y a un sus-décalage. Même si minime, il y est. Et il y a même une petite onde Q là que vous voyez. C'est-à-dire que le patient est en train de souffrir depuis un petit moment, quelques heures, on va dire. Donc là, c'est un ST+ en postérieur. Donc, dans les ST+ postérieurs, il faut faire attention. Hein, il faut y penser si vous avez un sous-décalage V1, V2, V3 avec une grande onde R en V1, V2, V3. Mais là, on exige 0,05 millivolts. En cas de présentation très précoce, on n'a pas encore le sus-décalage, on a des ondes T amples, symétriques et pointues. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, ample, ça veut dire qu'elle dépasse 70% du QRS. Et chez ce patient-là, il faut le surveiller, refaire des électrocardiogrammes et dès qu'il y a un sus-décalage, agir. Donc, en cas de présentation tardive, vous voyez ici, on a par exemple en D3 et AVF en inférieur, vous avez une onde Q avec un sus-décalage et remarquez l'aspect des ondes T qui est déjà biphasique. Ça veut dire que ça date à peu près de 24 heures ou un peu plus. Donc, c'est un infarctus
avec présentation tardive, ce qu'on voit aussi ici en antérieur. Alors, juste pour une définition un petit peu importante, l'onde Q, c'est quoi? L'onde Q de nécrose, elle a les caractéristiques suivantes, mais il faut exiger l'absence de BBG et d'HBG pour parler d'onde Q de nécrose. Donc, dans les dérivations V2, V3, ces dérivations sont toujours spéciales, que ce soit pour le ST+, ou pour le sus-décalage ou pour l'onde Q. Là, on n'exige que 20 millisecondes pour parler d'onde Q ou bien un aspect QS. Dans les autres dérivations, on exige 0,30 millisecondes, c'est-à-dire un petit peu moins d'un carreau en durée et plus d'un carreau, d'un petit carreau en amplitude pour parler d'onde Q de nécrose. Alors, voici l'évolution électrique. On a vu tous les cas tout à l'heure. Donc, l'onde T ample dans les premières minutes, après le sus-décalage. Et puis, après quelques heures, vous allez avoir surtout l'onde Q qui va apparaître. Et puis, le sus-décalage diminue un peu avec une onde T qui va devenir biphasique. Puis après, le sus-décalage diminue complètement. Et avec une onde Q qui est creusée, on peut avoir un aspect QS ou grande onde Q petit r. Et puis après, il y a la séquelle, l'onde Q avec l'onde T qui va se repositiver. Maintenant, les cas particuliers, vous voyez que le plus important dans les syndromes coronaires aigus décalage segment ST, c'est l'électrocardiogramme. Pourquoi? C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Donc, en cas de bloc de branche gauche, c'est un petit peu difficile de faire le diagnostic. Il y a des critères qui confortent un petit peu le diagnostic. Si vous avez un sus-décalage de 1 mm concordant avec les dérivations, le QRS, sont positifs, c'est-à-dire V5, V6. Donc, dans le sus-décalage, vous voyez ici, dans le bloc de branche gauche, vous avez un sus-décalage dans les dérivations où on a un aspect RR'. En général, c'est D1VL, V5, V6. Donc, si vous avez plus de 1 mm, là, très forte suspicion de ST+. Si vous avez un sous-décalage concordant, toujours concordant, ça veut dire quoi concordant? Ça veut dire qu'il suit le signe du QRS. Là, le QRS est majoritairement négatif. Donc, vous avez un sous-décalage, donc le sous-décalage c'est négatif. Donc, on parle de concordance. Si vous avez un sous-décalage concordant, et c'est souvent V1, V2, V3, donc dans ces cas-là, vous êtes en forte probabilité que ça soit c'est un équivalent de ST+, qui a une occlusion coronaire complète. Donc, si vous avez, troisième situation, un sus-décalage discordant, c'est-à-dire un sus-décalage en V1, V2, V3, là où le QRS est plutôt négatif en cas de BBG, là, vous avez une probabilité, forte probabilité que l'artère soit complètement occluse. Vous avez cet exemple d'un bloc de branche gauche et vous avez un sous-décalage en V1, V2, V3. Vous voyez très bien en V2, V3. Et là, c'est un sous-décalage concordant, donc en faveur d'une occlusion coronaire. Évidemment, ça c'est dans le contexte d'une douleur thoracique. Alors, après l'électrocardiogramme, la biologie, bien sûr, il faut devant toute douleur thoracique, il faut faire un bilan biologique avec formule, urée, créa, glycémie, crasse sanguine et un taux de troponine. Mais le bilan biologique ne doit pas retarder le diagnostic. D'accord? Il ne faut pas attendre les troponines pour agir. Dès que vous avez un sus-décalage segment ST, vous agissez.
Alors, le diagnostic différentiel, là, je ne parle pas des diagnostics différentiels des douleurs thoraciques parce qu'ils sont nombreux et parce que là, on a un sus-décalage segment-ST, la myocardite. La myocardite peut entraîner une douleur thoracique et un sus-décalage segment-ST. Donc, sur le plan clinique, la douleur peut être la même. Parfois, elle peut être aggravée par l'inspiration profonde en position couchée, parce que souvent, il s'agit du myopéricardite, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, une chose très intéressante, c'est le sus-décalage qui est concave vers le haut. Et le plus souvent diffus, c'est-à-dire ne concerne pas un territoire myocardique bien défini, irrigué par une artère bien définie. Mais parfois, même la myocardite peut être localisée. Donc, il y a des cas toujours difficiles. Le spasme coronaire, ou ce qu'on appelle le syndrome de Prince-Metal, qui entraîne un sus-décalage du segment ST lié à un spasme au repos, un sus-décalage. C'est pour ça qu'il faut répéter l'électrocardiogramme après administration de nitrate, le plus souvent par voie sublinguale. Et on assiste dans ces cas-là à une régression complète du sus-décalage. La dissection aortique, parfois on peut avoir un sus-décalage en cas d'occlusion d'une coronaire, soit par une expansion de la dissection de l'aorte vers la coronaire, ou bien le flap intimal peut obstruer la coronaire. Et donc on va avoir un sus-décalage lié à une obstruction coronaire, mais qui rentre dans le cadre d'une dissection aortique. Donc, les caractéristiques de la douleur sont souvent différentes ou intriquées même. Et c'est surtout l'interrogatoire, les antécédents de dilatation de l'aorte, l'histoire familiale de dissection qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Et dans ces cas-là, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire une échographie transthoracique, voire même un angioscanner aortique. Alors, le syndrome de ballonisation apicale, qu'est-ce que c'est? C'est une décharge adrénergique qui va entraîner une saturation des récepteurs catécholergiques au niveau de la pointe, qui sont plus fréquents au niveau de la pointe du ventricule gauche, qui va être saturé et du coup, il va y avoir une hypokinésie de toute cette paroi apicale. Il y a l'échographie cardiaque, on va voir une ballonisation apicale, c'est-à-dire l'apex et les parties médianes qui ne bougent pas. Sur l'électrocardiogramme, on peut avoir un discret sus-décalage du segment ST de V1 à V3, mais le diagnostic différentiel ce diagnostic ne peut être posé que si la coronarographie est normale et l'échographie est en faveur. Donc, dans ce cas-là, la sanction, c'est la coronarographie. Alors, maintenant, vous avez fait le diagnostic, vous avez un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage segment ST. Il faut bien sûr d'emblée monitorer le patient sur le plan électrique, avoir un défibrillateur à côté, surveiller l'hémodynamique, administrer l'oxygène que si la saturation est basse, mettre une voie veineuse périphérique et surtout, revasculariser en urgence parce qu'on dit que le temps, c'est du muscle. Time is muscle, comme disent les anglo-saxons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix de revascularisation? Soit l'angioplastie primaire, qui est un traitement de revascularisation par voie mécanique, ou bien une revascularisation chimique, c'est la thrombolyse. Si l'angioplastie primaire n'est pas accessible dans des délais raisonnables. Donc, vous voyez cet organigramme qui nous dicte un petit peu la conduite à tenir. Si vous avez un syndrome coronaire aigu ST+, que le transfert vers une angioplastie, c'est-à-dire 2 heures, ce délai comporte et le transfert et la désobstruction. Si vous pensez que ce n'est pas faisable, si vous êtes par exemple à Biskra, je pense que c'est impossible d'avoir une angioplastie primaire
quelles que soient les modalités de transfert. Donc, si c'est faisable, bien sûr, on opte à l'angioplastie primaire. Si ce n'est pas faisable, il faut faire une fibrinolyse dans les 10 minutes après le diagnostic, c'est-à-dire assez rapidement. Et après avoir initié la fibrinolyse, il faut transférer le patient dans un centre d'angioplastie. Pourquoi? Parce que la fibrinolyse peut échouer et dans ce cas-là, si elle a échoué, il faut faire immédiatement une coronarographie, une désobstruction coronaire. Donc, on évalue le succès ou l'échec de la thrombolyse 60 à 90 minutes après, on verra tout à l'heure comment. S'il y a échec, bien sûr, il faut faire une angioplastie de sauvetage. Si il y a réussite, on peut attendre entre la 2e et la 24e heure pour faire une angioplastie dans ces délais-là. Donc, on a plus ou moins le temps. Alors, l'angioplastie primaire, elle permet la désobstruction mécanique d'une occlusion coronaire. Elle est plus efficace que la thrombolyse, surtout après la 3e heure. Plus le temps passe, plus la thrombolyse est inefficace. Mais elle ne devrait pas être privilégiée ou préférée à la thrombolyse si elle n'est pas faisable dans les 2 heures après le contact médical, parce que le délai, c'est très important. On opte à l'option la plus rapide. Donc, on a ce délai de 2 heures pour préférer l'angioplastie. Vous voyez ce patient a un cas réel qu'on a reçu. Vous voyez bien que c'est un patient qui est venu pour douleur thoracique. Vous voyez bien son électrocardiogramme, il y a un décalage important en antérieur, avec un miroir ici en inférieur, et avec une onde Q quand même qui est quand même assez importante. Donc c'est un patient qui est arrivé à H8, à 8e heure de la douleur. Voici sa coronarographie. J'espère qu'elle va marcher. Donc voici sa coronarographie. Vous voyez ici qu'il y a une occlusion de l'IVA interventriculaire antérieure. On va voir mieux sur cette incidence. On a passé un guide, on a ouvert l'artère. Donc vous voyez qu'il y a du thrombus ici, vous voyez bien. Et puis après, on a opté, vous voyez le thrombus ici, c'est clair, c'est des images claires. Hein. On a mis un stent et vous voyez que le flux est quand même assez. Là, c'est des ballons pour optimiser un petit peu. Et là, le flux qui est parfait avec une revascularisation de l'IVA ici. Donc, pour l'angioplastie primaire, il faut un traitement adjuvant antithrombotique. On peut faire une dose de charge d'anti-P2Y12. Donc, vous connaissez toutes les molécules. Le ticagrelor à 180, puis 90 x 2, ou bien le prasugrel, 60 mg, puis 10 mg jour. Si ce n'est pas disponible, on peut utiliser le clopidogrel à 600 mg, puis 75 mg par jour. Il faut aussi administrer de l'aspirine, et puis de l'héparine aussi, un bolus de 50 à 60 unités kilo, avec un maximum de 50 mg. Ou bien de l'enoxaparine par voie intraveineuse, 0,5 mg kg. Les anti-GP2B3A qui sont des antiagrégants peuvent être utilisés par le cathétériseur en salle de cathé. S'il y a beaucoup de thrombus, on peut utiliser, ou bien en cas de non-reflow, c'est-à-dire que l'ouverture de l'artère, mais il n'y a pas de flux. Là, ça veut dire qu'il y a une occlusion microvasculaire, obstruction microvasculaire. Donc là, on peut utiliser une de ces 3 molécules. Alors maintenant, la fibrinolyse. L'avantage de la fibrinolyse versus l'angioplastie, c'est qu'elle peut être initiée sans délai.
suffit de faire une injection. La disponibilité, c'est disponible partout, ce n'est pas comme les salles de cathétérisme. Il faut bien sûr vérifier l'absence de contre-indication. Elle n'est indiquée que dans les 12 premières heures, contrairement à l'angioplastie qui est indiquée dans les 48 heures. Et un autre inconvénient, c'est le risque hémorragique, notamment d'accident vasculaire cérébral. Vous voyez ici les différentes molécules qu'on peut utiliser. Vous allez voir ça dans le cours sur les thrombolytiques. Et vous voyez ici, dans les 12 heures, on peut utiliser soit l'angioplastie primaire, soit la fibrinolyse. Mais seulement la fibrinolyse seulement si l'angioplastie primaire ne peut être réalisée dans les 2 heures. Après 12 heures, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de place pour la fibrinolyse. Donc, si le patient est complètement asymptomatique, il a plus mal, on peut faire, c'est indiqué de faire une angioplastie jusqu'à la 48e heure. S'il est asymptomatique au-delà, il n'y a pas de bénéfice à faire quoi que ce soit. Si le patient est symptomatique, c'est-à-dire il a de longueur ou il est instable sur le plan hémodynamique ou rythmique, à ce moment-là, évidemment, l'angioplastie est toujours indiquée. Voici les contre-indications de la fibrinolyse et des contre-indications absolues et relatives. Et voici le traitement antithrombotique adjuvant en cas de fibrinolyse. Donc, vous avez les anti-agrégants plaquettaires, l'aspirine c'est pareil. Pour les anti-P2Y12, il n'y a que le clopidogrel qu'on peut utiliser, soit avec dose de charge chez le sujet jeune ou bien sans dose de charge chez le sujet de plus de 75 ans. Les anticoagulants, vous voyez ici ce qu'on peut utiliser, soit de l'héparine, soit de l'enoxaparine. Ce tableau vous montre les doses exactes de l'héparine et de l'enoxaparine en cas de fibrinolyse. Alors, la surveillance de la thrombolyse doit être clinique et biologique. Donc, nous, on craint bien sûr les hémorragies, donc l'état hémodynamique, la chute de la pression artérielle, une tachycardie, nous oriente vers une hémorragie, même non extériorisée. Apparition de signes neurologiques, il faut craindre l'AVC hémorragique, ou bien carrément des hémorragies extériorisées. Sur le plan biologique, la formule, le TCA, surtout si utilisation d'HNF, et il faut faire un taux de troponin. Alors, quels sont les critères de réussite de la fibrinolyse? Donc, la fibrinolyse est évaluée à 60 minutes ou 90 minutes. La régression de la douleur est un critère clinique. Le critère le plus important, c'est la régression du sus-décalage du segment ST de plus de 50%. C'est-à-dire, si vous avez 4 mm de sus-décalage, s'il régresse à 1 mm, c'est-à-dire qu'on a réussi notre thrombolyse. Et la biologie, un pic précoce de troponine, ça veut dire qu'il y a eu un lavage, que l'artère circule, et c'est pour ça que les troponines augmenteront rapidement. Donc, ça, c'est aussi un critère de réussite. Mais le critère le plus pratique, c'est le critère électrique, parce qu'il est objectif et quantifiable. Donc, c'est sur ce critère, essentiellement, qu'on parle de réussite de la fibrinolyse. Alors, les autres traitements, donc, il faut, chez les patients qui ont un ST+, il faut administrer des statines pour atteindre un LDL cholestérol inférieur à 0,5 g par litre ou des bêta-bloquants en routine. Bénéfice plus important si la fraction d'éjection est inférieure à 40%, avec initiation à dose progressive en cas d'insuffisance cardiaque ou de dysfonction ventriculaire gauche. Les IEC aussi en routine, c'est-à-dire tout patient qui a eu un ST+, on a intérêt à lui prescrire des IEC. Mais il a été démontré que plus le patient est malade, c'est-à-dire que s'il est diabétique, s'il a fait l'infarctus antérieur, s'il a fait de l'insuffisance cardiaque, s'il a eu une dysfonction ventriculaire gauche,
là, le bénéfice de prescrire ce genre de médicament est plus important. Donc, les ARA2, de préférence le valsartan, s'il y a une intolérance aux IEC. Les antialdostérones, la spironolactone, en cas de dysfonction ventriculaire gauche avec insuffisance cardiaque ou bien dysfonction ventriculaire gauche avec diabète. Bien sûr, il faut que le patient soit déjà sous IEC et bêta-bloquant pour introduire les antialdostérones. Bien sûr, l'association aspirine anti-P2Y12 pendant au moins 12 mois, puis de l'aspirine à vie. Il faut associer les inhibiteurs de la pompe à protons, parce que vous savez que les antiagrégants peuvent entraîner des hémorragies digestives. En cas de dyspepsie, chez le sujet de plus de 65 ans, en cas d'hélicobactère pylori positif. Alors, la prise en charge à long terme, il faut corriger les facteurs de risque cardiovasculaire, arrêter le tabac, contrôler l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète, activité physique régulière, réduire le LDL cholestérol à moins de 0,5. Si l'on atteint sous statine à forte dose, il faut il faut l'adjonction de l'ézitimib. Et si ça ne suffit pas, on peut même prescrire des anti-PCSK9 et conseiller un régime alimentaire riche en fruits et légumes. Maintenant, quelles sont les complications des syndromes coronaires aigus à la phase aiguë? Vous savez, des complications rythmiques comme la fibrillation ventriculaire qui va entraîner la mort si on n'intervient pas. Donc, choc électrique externe en extrême urgence et mesures de réanimation plus revascularisation. Les TV, si elles sont bien tolérées, on peut faire tenter une réduction par la corde à rondelle intraveineuse. Si ça ne marche pas, et bien sûr faire une revascularisation. Si ça ne marche pas, ou si mal toléré, choc électrique externe. La FA, si bien tolérée, c'est de ralentir. Si elle est mal tolérée, choc électrique externe avec un traitement anticoagulant dans les suites. Complications toujours à la phase aiguë, les troubles de la conduction. On peut avoir un BAV complet au deuxième degré, en BITS 2, qui nécessite souvent une intervention. En cas d'infarctus inférieur, c'est souvent réversible, mais peut nécessiter une stimulation temporaire. En cas d'infarctus antérieur, l'implantation de pacemaker est nécessaire en cas de persistance après 7 jours. Et souvent, l'infarctus antérieur entraîne des BAV qui durent et qui nécessitent souvent la mise en place de pacemaker. Mais on a ce délai de 7 jours. Si ça rentre dans l'ordre, on n'a pas besoin de mettre un pacemaker. Les complications mécaniques, l'insuffisance mitrale aiguë, par rupture totale ou partielle d'un pilier, ça donne un tableau d'OAP massif avec ou sans état de choc cardiogénique. Le diagnostic est fait à l'échographie transthoracique et la sanction est une chirurgie en urgence. La CIV peut être bien tolérée, contrairement à l'IN. Suspectée à l'auscultation, elle est de siège basal en cas d'infarctus inférieur, apical en cas d'infarctus antérieur. Le traitement est chirurgical avec une mortalité très très élevée. Parfois, dans les CIV qui ont été respectés à la phase aiguë, on peut mettre en place des occludaires, c'est-à-dire une intervention percutanée, mais retardée en général après la 3e semaine, parce que il faut une certaine cicatrisation pour pouvoir implanter le device.
La rupture de la paroi libre responsable d'une tamponnade ou parfois même une dissociation électromécanique si la brèche n'est pas colmatée. L'insuffisance cardiaque, qui peut être gauche ou droite, l'insuffisance cardiaque aiguë gauche liée à la dysfonction VG en rapport avec la nécrose ou en rapport avec une complication mécanique. On utilise souvent dans l'infarctus la classification KILIP que vous avez ici. On peut avoir une insuffisance cardiaque droite en cas d'extension VD d'un infarctus inférieur. Pensez à faire un enregistrement électrique V3R, V4R et la dérivation œsophagienne devant tout infarctus inférieur. Ça se manifeste par une hypotension, une turgescence jugulaire et le diagnostic différentiel, évidemment, c'est la tamponade. Alors, le thrombus intraventriculaire gauche, lié à l'akinésie ou à la dyskinésie d'une partie du myocarde, donc stase et formation de cailloux, avec un risque d'embolie systémique. Il se voit surtout en cas d'infarctus étendu. Les complications tardives, vous avez le risque de mort subite si la dysfonction ventriculaire gauche avec fraction d'éjection inférieure à 35%. Dans ces cas-là, après 3 mois, il y a une indication d'un défibrillateur implantable. On peut avoir une insuffisance cardiaque, même si elle ne s'est pas manifestée lors de l'admission. On peut avoir une insuffisance cardiaque tardive. On peut avoir aussi une péricardite retardée, ce qu'on appelait auparavant le syndrome de Dressler. Et je vous remercie. Donc, vous allez, on se revoit dans le prochain TD sur le syndrome coronaire aigu sans décalage sigmoïde. Je vous remercie.